Gaza brûle et ces mots, ce ne sont pas ceux d'ONG sur place ou de journalistes sur le terrain, mais ce sont les mots du ministre israélien de la Défense en personne. L'armée israélienne a lancé ce mardi une offensive sur Gaza City avec des bombardements absolument massifs cette nuit qui ont tué des dizaines de personnes. En parallèle, une commission rattachée à l'ONU a pour la première fois accusé Israël de commettre un génocide à Gaza. Mais alors que sait-on de cette nouvelle étape franchie par l'armée israélienne et que sait-on de cette commission de l'Organisation des Nations Unies? On va faire un point aujourd'hui sur les deux sujets. Salut, c'est Hugo et c'est donc le sujet à l'une de ces actualités du jour sur YouTube et en podcast. Désolé au passage si ma voix est un peu étrange, j'ai l'impression de commencer à la perdre, mais je vais réussir à aller jusqu'au bout. Alors on en parle tous les jours sur nos différents formats, la situation à Gaza est absolument catastrophique et un nouveau cap pourrait être franchi cette semaine. L'armée israélienne a annoncé ce mardi le début d'une opération terrestre majeure dans la ville de Gaza et cette offensive, elle fait donc suite à une nuit de bombardements très intense dans Gaza City qui ont ciblé notamment des infrastructures qu'Israël déclare être liées au Hamas. Et ici, attention, on parle bien de Gaza City. C'est Gaza City ou la ville de Gaza, c'est une ville au nord de la bande de Gaza. L'objectif affiché par l'armée israélienne, c'est de démanteler des infrastructures du Hamas et de créer des conditions nécessaires à la libération des otages israéliens encore détenus par le Hamas, dont une vingtaine qui sont encore en vie. A noter que concernant la question des otages, cette stratégie, elle est fortement décriée par les familles d'otages elles-mêmes. On en reparle dans un instant. De leur côté, la défense civile palestinienne à Gaza alerte sur le danger humanitaire, craignant, je cite, un massacre majeur. Et au moins 40 personnes ont déjà été tuées, la plupart dans la ville de Gaza, aux premières heures de cet assaut israélien, selon des bilans relayés par l'agence de presse Reuters. Alors, selon l'Organisation des Nations Unies, au cours des 5 derniers jours, des dizaines de milliers de Palestiniens avaient été contraints de quitter le nord de la bande de Gaza, où se situe donc la ville de Gaza, pour s'enfuir vers le sud. Et ça fait suite à des alertes que l'armée israélienne affirme avoir transmis, mais aussi à une situation qui était déjà extrêmement critique. Mais selon le média Haaretz, qui se base sur des témoignages de responsables militaires israéliens, environ 200 000 habitants refuseront d'évacuer à cause notamment du coût exorbitant d'un déplacement pour les personnes les plus pauvres, à cause aussi de conditions sanitaires dans les zones humanitaires qui sont déjà extrêmement précaires. Tout cela rend les déplacements successifs extrêmement difficiles dans certains cas. D'ailleurs, le Programme alimentaire mondial indique pour sa part que les déplacements forcés depuis la ville de Gaza épuisent les ressources des familles et perturbent leurs derniers moyens de subsistance. Et ça paraît évident, d'autant qu'on en parle très régulièrement, mais sans accès sûr et durable, le risque d'aggravation de la faim augmente, en particulier pour les enfants. Selon une alerte de l'UNICEF ce mardi, 26 000 enfants, dont plus de 10 000 enfants dans la ville de Gaza, ont besoin actuellement d'un traitement contre la malnutrition aiguë. Alors je le disais à l'instant, le Forum des familles des otages, qui représente donc la majorité des proches des otages dans le pays, a déclaré dans un communiqué être terrifiés pour leurs proches après l'intensification des bombardements. Ils ont d'ailleurs installé un campement de tentes devant la résidence du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Jérusalem. Ça s'est passé pendant la nuit en signe donc de protestation. Volker Turk, le haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, a condamné cette offensive terrestre. Il a exigé, je cite, la fin du carnage, pointant, je cite, des preuves grandissantes d'un génocide. Le ministre des Affaires étrangères britannique a de son côté dénoncé, je cite, une offensive totalement irresponsable et épouvantable. Quant à l'Union européenne, elle a déploré une offensive qui provoquera, je cite, plus de destruction, plus de morts et de déplacement de la population. A noter par ailleurs que la Commission européenne, l'une des principales instances donc de l'Union européenne, devrait aussi proposer ce mercredi des nouvelles sanctions contre Israël en réponse donc à la situation actuelle. On verra ce qu'il en est, mais Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne, avait par exemple proposé la mise en place de sanctions contre, je cite, des ministres extrémistes israéliens ainsi que des colons violents. Et l'autre chose qui a été évoquée, c'est, je cite toujours, une suspension partielle de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël sur les questions liées au commerce. Je rentre pas dans les détails de tout ça, on aura l'occasion d'en reparler. Alors je le disais en introduction, une commission indépendante rattachée à l'ONU a accusé ce mardi Israël de commettre un génocide à Gaza. Il s'agit plus précisément de la commission d'enquête internationale indépendante sur le territoire palestinien occupé et en Israël. C'est une commission qui a été créée dans le cadre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en 2021. Et dans le détail, parce que c'est vrai que c'est des fonctionnements de l'Organisation des Nations Unies qui sont parfois méconnus, c'est une commission qui avait été adoptée suite à des votes
chacun des pays membres. En l'occurrence, cette commission a été approuvée par 24 États, dont la Russie, la Chine, Cuba ou encore le Venezuela, tandis que l'Allemagne ou encore le Royaume-Uni avaient voté contre à l'époque, et la France, de son côté, lors de cette création, s'était abstenue. Et pour comprendre donc le contexte ici, puisqu'il y a eu beaucoup de questions sur les détails de tout cela, ce rapport donc, il n'a pas été publié directement par l'Organisation des Nations Unies, mais il a été rédigé par cette commission d'enquête et mandaté donc par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Donc là-dessus, c'est essentiel de préciser tout de même que ce rapport, il n'a pas été publié en quelque sorte au nom de l'ONU, mais bien au nom de cette commission d'enquête. Pour bien comprendre la nuance, on prend le cas par exemple du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres. Antonio Guterres a à de très nombreuses reprises dénoncé les actions du gouvernement israélien à Gaza, évoquant notamment des scènes d'horreur, etc. Mais il n'a pas utilisé le terme de génocide. Alors la commission dont on parle ici s'est appuyée sur des témoignages et sur des documents pour regrouper et analyser des données, le tout sur 72 pages. Et ils se sont basés sur la définition juridique internationale du génocide telle que définie en 1948 par les États membres des Nations Unies au lendemain donc de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah. Selon cette convention, un génocide est défini, je cite, par un crime commis dans l'intention de détruire ou tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Et toujours selon cette convention de 1948, il existe en fait 5 actes constitutifs d'un génocide et un seul de ces actes suffit pour qualifier un génocide. Or, les rapporteurs de cette commission d'enquête indépendante mais rattachée à l'ONU estiment que les autorités et les forces de sécurité israéliennes ont commis plusieurs de ces actes. Dans le détail, ils citent d'abord numéro 1, je cite, le meurtre de membres du groupe, numéro 2 ensuite, l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale du groupe, numéro 3 ensuite, la soumission intentionnelle à des conditions d'existence devant entraîner une destruction physique totale ou partielle, et enfin, dernier point, numéro 4, je cite toujours, des mesures visant à entraver les naissances au sein de cette population. Alors, face à ces accusations très importantes, le ministère des Affaires étrangères israélien a affirmé que cette enquête était biaisée ou mensongère et a demandé, je cite, la dissolution immédiate de la commission d'enquête. À noter au passage, on en a déjà parlé, que plusieurs chefs d'État évoquent un génocide à Gaza, à l'échelle de l'Union européenne notamment, c'est le cas du gouvernement espagnol. Emmanuel Macron, de son côté, n'emploie pas ce terme aujourd'hui, on avait eu l'occasion d'évoquer tout cela il y a quelques semaines. Dernier élément de contexte, dans quelques jours, la France, le Royaume-Uni, le Canada, la Belgique ou encore l'Australie devraient reconnaître un État de Palestine. Ça se passera à New York, à l'Organisation des Nations Unies, on suivra évidemment tout ça. Ça me semblait dans tous les cas essentiel de faire un point sur la situation. On continuera évidemment à suivre l'évolution de la situation, y compris la situation humanitaire. Je vous laisse avec Blanche pour le reste de l'actualité et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Les avantages à vie des anciens ministres seront supprimés dès le 1er janvier 2026. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Sébastien Lecornu ce lundi sur X. Jusqu'à présent, les anciens premiers ministres disposaient d'une voiture de fonction avec chauffeur à vie. Désormais, ces avantages seront limités dans le temps, 10 ans après leur départ. Concernant la protection policière des anciens premiers ministres et ministres de l'Intérieur, elle sera elle aussi limitée dans le temps, mais pourra être reconduite selon la réalité du risque. À noter que les avantages des anciens premiers ministres avaient déjà été réduits en 2019 et que contrairement à une idée reçue, les ministres ne touchent pas de retraite automatique à vie. En tout cas, pour vous donner une idée, le budget total des avantages des anciens premiers ministres s'élevait à près de 4,5 millions d'euros l'an dernier. Deuxième actu, un accord avec la Chine concernant l'avenir du réseau social chinois TikTok aux États-Unis a été trouvé. C'est ce qu'a annoncé le président des États-Unis Donald Trump ce lundi sur son réseau Truth Social. Pour vous remettre dans le contexte, en 2024, une loi a été adoptée aux États-Unis obligeant ByteDance, la maison mère de TikTok, à vendre la branche américaine du réseau social sous peine d'être interdite sur le territoire américain. Les autorités américaines estiment que TikTok représente une menace pour la sécurité nationale. Selon elles, il y aurait un risque d'espionnage d'élus ou de personnes importantes par la Chine via l'application, mais aussi un risque de fuite des données de la population américaine vers la Chine. Alors initialement, la date de l'ultimatum avait été fixée au 19 janvier 2025, mais elle a plusieurs fois été repoussée jusqu'au 17 septembre finalement. Et d'après le secrétaire au Trésor américain, Donald Trump et le président chinois Xi Jinping devraient se parler vendredi pour négocier les derniers points et finaliser l'accord pour que la plateforme soit désormais contrôlée par une société américaine. On suivra ça. Troisième actu, l'armée américaine a de nouveau frappé ce lundi un bateau utilisé selon Donald Trump par des narcoterroristes vénézuéliens pour acheminer de la drogue vers les États-Unis. D'après le président américain, 3 de ces narcoterroristes ont été tués
tués lors de l'opération. La semaine dernière déjà, les États-Unis avaient mené une frappe similaire contre un autre navire qui, selon Donald Trump, transportait de la drogue, causant la mort de 11 personnes. D'après lui, il s'agissait de membres du Tren de Aragua, qui est un cartel vénézuélien implanté dans plusieurs pays et classé comme une organisation terroriste par les États-Unis. Les États-Unis accusent par ailleurs le président vénézuélien de diriger un réseau de narcotrafic offrant jusqu'à 50 millions de dollars pour son arrestation. Le président vénézuélien, Nicolás Maduro, a accusé les États-Unis de préparer une agression à caractère militaire contre son pays, affirmant que le Venezuela fera valoir son droit légitime à se défendre. Nicolás Maduro a par ailleurs déclaré que les relations entre les deux pays étaient dorénavant rompues. Quatrième actu, la France a rapatrié 10 mineurs et 3 femmes de nationalité française qui vivaient dans des camps du nord-est de la Syrie liés à l'État islamique. C'est ce qu'a annoncé le ministère des Affaires étrangères français ce mardi, précisant que les mineurs avaient été remis au service chargé de l'aide sociale à l'enfance. Les 3 femmes qui ont entre 18 et 34 ans ont quant à elles été remises aux autorités. 2 d'entre elles ont été placées en garde à vue et la 3e, qui est visée par un mandat d'arrêt, a été présentée à un juge d'instruction dans la journée. Elle pourrait être mise en examen. Environ 120 enfants et une cinquantaine de femmes françaises se trouvaient encore dans des camps syriens en juin, selon le collectif des Familles Unies qui rassemble leurs proches. Alors on va pas rentrer dans les détails car il s'agit d'un sujet complexe et sensible, mais ce qu'il faut savoir c'est que les enfants détenus dans les camps syriens sont souvent considérés comme des victimes qui n'ont pas choisi la radicalisation de leurs parents et vivent dans des conditions très difficiles. Mais d'un autre côté, le retour en France de ces femmes ayant rejoint l'État islamique et de leurs enfants soulève des inquiétudes au niveau de la sécurité nationale. 5e actu, l'arnaqueur de Tinder, de son vrai nom Simon Leviev, a été arrêté en Géorgie à l'aéroport de Batumi. Il a été arrêté à la demande d'Interpol, la police internationale, selon le ministère de l'Intérieur du pays. Il devrait être extradé vers un pays qui a déjà enquêté sur lui, mais on ne sait pas encore lequel. On en avait pas mal parlé il y a quelques temps, l'homme de 34 ans se faisait passer sur l'application de rencontre Tinder pour le fils d'un milliardaire afin d'extorquer de l'argent à ses conquêtes. Les faits ont eu lieu entre 2017 et 2019. Il séduisait ses victimes avec des voyages en jet privé, des hôtels de luxe ou des cadeaux financés avec l'argent des précédentes victimes avant de leur demander de grosses sommes sous prétexte d'être en danger de mort. Au total, des centaines de femmes auraient été touchées à des échelles plus ou moins importantes. L'affaire avait été révélée en 2019 par un journal norvégien et adaptée dans un documentaire Netflix sorti en 2022. De son côté, Simon Leviev nie toute escroquerie et affirme avoir utilisé Tinder seulement pour rencontrer des filles. Il a même annoncé publier un livre bientôt pour donner sa version des faits. 6e actu en France, des étudiants de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ont été exclus ce lundi d'un groupe de promotion sur Instagram car, à cause de leur nom à consonance juive, ils étaient soupçonnés d'être sionistes. Le sionisme, c'est un mouvement politique et religieux qui a pour but d'établir et de consolider un État juif en Palestine, selon le dictionnaire Le Robert. L'étudiante à l'origine de l'exclusion a écrit « S'il y a d'autres sionistes dans ce groupe en plus de ceux que j'ai déjà tège, donc virés, vous pouvez d'ores et déjà le quitter, on ne veut pas de vous ici ». Selon l'étudiante, dont les messages ont été partagés par Le Parisien, l'une des élèves supprimées de la conversation suivait l'armée israélienne et Israël. D'après l'Union des étudiants juifs de France, au moins 5 étudiants auraient été exclus du groupe L1 Éco-Sorbonne qui rassemble environ 200 élèves en première année de licence d'économie. Quelques jours plus tôt, le 24 août, un étudiant avait créé sur un groupe WhatsApp d'étudiants de la même promotion un sondage « Les juifs, pour ou contre ?» a indiqué l'université. D'autres étudiants avaient alors réagi en écrivant par exemple « Ça va pas la tête ». En tout cas, la Sorbonne a condamné, je cite, ces 2 actes dont le caractère antisémite apparaît manifeste. Elle a signalé les faits au procureur de la République et annoncé des poursuites disciplinaires dès que les auteurs seront identifiés. Le ministre démissionnaire de l'enseignement supérieur a quant à lui dit faire confiance à l'université pour prendre des mesures disciplinaires, apportant son soutien aux victimes. Il faut savoir que depuis le 7 octobre 2023, les actes antisémites ont largement progressé en France, avec 646 cas recensés entre janvier et juin 2025. C'est 112,5% de plus par rapport à la même période en 2023. Et on finit avec cette actu et c'est une bonne nouvelle, le trou dans la couche d'ozone devrait complètement disparaître aux alentours de 2050, selon l'Organisation météorologique mondiale de l'ONU. La couche d'ozone, c'est une partie de l'atmosphère qui est située entre 20 et 50 km d'altitude dans ce qu'on appelle la stratosphère. Elle agit comme un bouclier naturel contre les rayons ultraviolets du soleil, responsable notamment de cancer de la peau. Mais dans les années 80, les scientifiques ont découvert un trou dans la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique causé par les CFC, des gaz qui étaient à l'époque largement utilisés
utilisés dans les réfrigérateurs, les climatiseurs ou les aérosols par exemple. Pour y faire face, la communauté internationale avait adopté en 1987 le protocole de Montréal qui interdit les substances nocives pour l'ozone, comme les CFC donc. À noter que ce protocole a été ratifié par 198 pays, ce qui en fait l'un des traités environnementaux les plus réussis et universellement adoptés. Selon l'ONU, il a permis d'éliminer plus de 99% de la consommation et de la production de la plupart des produits chimiques qui appauvrissent la couche d'ozone, ce qui devrait donc permettre sa reconstitution d'ici au milieu de ce siècle. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités, et voilà donc pour les actualités du jour. Pour plus d'informations, vous le savez je pense, mais rendez-vous sur Instagram, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Alors j'ai plus trop de voix donc je vais m'arrêter ici, prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.